Je m'appelle Avery May, et j'avais 34 ans la semaine où toute la vie de mon grand-père a été cédée à l'homme qui n'en avait jamais lu une seule page. Walt May avait bâti un magasin d'aliments et de céréales, ainsi qu'une maison familiale, à partir de rien. Il est mort un mardi, et dès le vendredi, mon père se tenait sur le porche, pour m'annoncer que je n'hériterais que de poussière. Il a dit cela devant toute la famille, avec un sourire. Mon père a cependant commis une erreur, cette semaine-là. Il avait oublié qui tenait les comptes. Et, la nuit suivant les funérailles, une inconnue que je n'avais jamais vue a frappé à ma porte avec une enveloppe, pour me dire qu'il était temps d'arrêter de me taire. Avant tout cela, il y avait une cloche en laiton sur un comptoir en bois, et l'odeur de la poussière de céréales, si épaisse qu'on pouvait presque la goûter. Le magasin May Brothers Feed & Grain se trouvait à la lisière d'une petite ville de l'Ohio, et j'ai grandi derrière ce comptoir. J'avais 9 ans, la première fois que mon grand-père m'a laissé encaisser une vente. J'en avais 11, lorsqu'il m'a tendu le registre vert et un stylo à billes, en m'annonçant que c'était désormais à moi de tenir les chiffres. Walt May avait des mains semblables à des gants de travail, et une mémoire d'éléphant. Mais, il faisait bien plus confiance à l'encre cassée de là. Chaque sac de nourriture, chaque compte, chaque euro dû, tout était consigné dans ce registre, de ma petite écriture appliquée. Il se tenait au-dessus de mon épaule, non pas pour me corriger, mais pour me regarder faire les choses bien. Les gens de la ville lui devaient de l'argent pendant des années, et il n'a jamais harcelé personne, mais il connaissait toujours le montant exact. Je lui ai demandé un jour pourquoi il écrivait tout, alors qu'il se souvenait de tout de toute façon. Il a posé son café, et m'a regardé pendant un long moment. Les registres ne mentent pas, Avery. Les gens, si. J'étais une enfant. Je pensais que c'était juste une phrase typique de vieil homme. J'ai gardé cela dans un coin de ma tête, et j'ai continué à écrire, ligne après ligne, saison après saison. Pendant ce temps, mon père restait en haut, à la maison, et mon oncle partait à la dérive vers la ville. Pendant 23 ans, cette cloche a sonné, et je connaissais chaque bruit que faisait le magasin. Puis, Walt est tombé malade au printemps. Le magasin est devenu silencieux, et le registre a fini dans un tiroir. Il est décédé fin septembre. 3 jours plus tard, la cloche a sonné pour un inconnu que je ne reconnaissais pas, et plus rien dans ma famille ne fut jamais comme avant. Les funérailles ont été intimes, mais les plats apportés par les voisins semblaient infinis. La moitié du comté est passée par le sous-sol de l'église, car Walt avait fait crédit à la moitié du comté, à un moment ou à un autre. Mon père, Dal, parcourait la pièce comme un politicien en campagne électorale. Il a serré chaque main, et a accepté chaque condoléance. Et, quelque part au milieu de tout ça, il a commencé à utiliser le mot « succession », comme si elle n'appartenait qu'à lui seul. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention ce premier jour. Le chagrin pousse les gens à s'agripper aux choses. Mais dès le lendemain matin, il avait déjà les clés de la maison familiale, la carte d'un avocat dans la poche de sa chemise, et un ton de voix qui ne me plaisait pas du tout. Je l'ai trouvé dans la cuisine de Walt, et je lui ai posé une question simple, quand est-ce qu'on lit le testament? Dan n'a même pas levé les yeux de son café. Il n'y a pas de testament, a-t-il répondu. Papa n'en a jamais fait. Je suis resté planté là, avec le bourdonnement du réfrigérateur en fond sonore, et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Car je savais pertinemment que c'était faux. 6 ans plus tôt, Walt m'avait demandé de le conduire au chef-lieu du comté, chez un avocat nommé Harold Puy. Je m'étais assise dans la salle d'attente, avec un magazine. J'avais observé, à travers la vitre, mon grand-père a posé sa signature sur une épaisse pile de documents, tandis qu'une femme aux cheveux gris tamponnait chaque page. Il était ressorti en repliant ses lunettes, et m'avait confié qu'il avait enfin mis de l'ordre dans ses affaires. J'ai donc regardé mon père, à l'autre bout de la cuisine, et je le lui ai dit clairement. Je l'ai conduit pour en signer un. Papa, j'y étais. Dal a reposé sa tasse lentement. Sa mâchoire s'est contractée une fois. Puis, il a lâché, la mémoire joue des tours aux filles en deuil. Et il est sorti. La porte moustiquaire a claqué derrière lui, tel un verdict. Tout a explosé ce vendredi-là, sur le porche de la maison familiale, alors que des cousins et des voisins s'attardaient encore après l'enterrement. Dal avait rassemblé tout le monde, de la manière dont Walt avait l'habitude de le faire. À la différence que Walt le faisait pour des méchouis, et que mon père le faisait pour tenir sa cour. Il s'est tenu sur la plus haute marche, là où mon grand-père se tenait toujours. Il a annoncé que, puisqu'il n'y avait pas de testament,
il déposerait une demande pour être nommé administrateur de la succession. Il a déclaré que la loi faisait de lui l'homme en charge de tout ça. Le magasin, les terres, la maison familiale, et chaque hectare que Walt avait un jour labouré. Puis, ses yeux m'ont trouvé, au bas des marches, et sa bouche s'est tordue en une grimace que j'avais vue toute ma vie. Tu n'auras pas un seul centime, a-t-il lâché. Cole est le prochain héritier. Il l'a dit assez fort pour que tout le porche l'entende, et quelques personnes ont ricané. Comme le font les gens lorsqu'ils sont mal à l'aise, et qu'ils veulent se ranger du côté des gagnants. J'ai senti mon visage s'empourprer. Cole, mon jeune frère, fixait ses chaussures. Je n'ai pas protesté. Cela les a surpris. Je crois qu'ils voulaient que je pleure, ou que je crie, pour pouvoir me traiter d'hystérique, et passer à autre chose. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête, comme s'il venait de me donner la météo. Ensuite, j'ai gravi les marches en passant devant lui, et j'ai franchi cette porte d'entrée que j'avais franchie 10 000 fois. La porte moustiquaire s'est refermée derrière moi, avec le même petit clic d'où qu'elle faisait toujours, sauf que cette fois, cela a résonné comme un verrou. J'ai pris mon sac à main sur la table de l'entrée. J'ai conduit les 15 kilomètres pour retourner à mon appartement en ville. Et j'ai commencé à faire la seule chose pour laquelle j'ai toujours été doué, quand j'ai peur, j'ai commencé à tout mettre par écrit. Voici la vérité. Personne dans ma famille ne m'a jamais vraiment comprise. Ils prenaient mon silence pour un accord. D'aussi loin que je m'en souvienne, c'était moi qui m'occupais de la paperasse compliquée. Quand ma mère est décédée, j'ai rempli les formulaires. Quand Cole a détruit son camion à 19 ans, j'ai réglé les problèmes d'assurance. Quand le magasin avait besoin de faire sa déclaration de taxes, je faisais la route le dimanche, et je m'en occupais gratuitement. Je me disais que je le faisais par amour. Et, pour la plus grande part, c'était vrai. Mais, en cours de route, mon habitude de le faire discrètement a poussé tout le monde à supposer que je le ferais toujours en silence, et que je ne demanderais jamais rien en retour. Donc, quand Dal a annoncé sur le porche que je n'aurais rien, une part de lui croyait sincèrement que j'allais simplement encaisser le coup. Avery gère les choses. Avery ne fait pas d'histoire. C'était la doctrine familiale. Assise à la table de ma cuisine ce soir-là, j'en ai enfin vu le véritable coup. Toute ma vie, j'avais tenu les comptes de tout le monde, sans jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, m'inscrire moi-même dans le registre. Je travaille comme assistante juridique maintenant. Dans le domaine des successions et des héritages, qui plus est. Je passe mes journées à aider des inconnus à se dépêtrer, très exactement, du genre de pétrin que mon père essayait de créer. Et j'avais été si occupé à être la bonne fille, que j'avais presque oublié que je savais, avec précision, comment cette machine fonctionnait. Les administrateurs ne gardent pas simplement tout pour eux. Il y a des règles. Il y a des documents à déposer. Il y a des obligations qu'un tribunal peut faire appliquer. Je me suis versé une deuxième tasse de café dont je n'avais pas besoin. J'ai sorti un bloc-notes juridique. Tout en haut, j'ai écrit un seul mot, de la manière dont Walt m'avait appris à commencer tout compte que je ne comprenais pas encore, question. Et, juste en dessous, la toute première. S'il n'y a pas de testament, pourquoi mon père agit-il comme s'il possédait tout, au lieu de simplement l'administrer? Le lundi, j'ai fait ce que je conseille à chaque client nerveux de faire. Je suis allé à la source. Les dossiers de succession sont des documents publics. Alors, j'ai conduit jusqu'au tribunal du comté pendant ma pause déjeuner, et j'ai sorti le dossier que mon père avait ouvert. Tout était là, noir sur blanc. Dal m'est demandant à être nommé administrateur de la succession AB intestat, sans testament, de Walter J. May. Son avocat au dossier était un homme nommé Garrett Voss, un nom que je connaissais pour l'avoir croisé du mauvais côté de quelques affaires. La requête énumérait les actifs comme on fait une liste de courses, le magasin, évalué à la baisse, 80 hectares répartis en 3 parcelles, la maison familiale. Et elle listait les héritiers légaux. Selon la loi de notre État sur les successions, mon grand-père ne laissant aucune épouse, et mon père étant son seul enfant vivant, la totalité de la succession revenait à Dal. Ni divisé, ni partagé. Tout pour lui. Cole et moi étions les petits-enfants de Walt, mais notre lien de parenté passait directement par notre père, et la loi ne permet pas aux petits-enfants de contourner un parent en vie pour hériter. Notre défunte mère était entrée dans cette famille par mariage, elle n'y était pas née, donc rien ne nous était transmis par son intermédiaire. C'est cette partie qui m'a noué l'estomac. Car cela signifiait que mon père ne mentait pas au sujet de la loi.
Il avait raison sur ce point. S'il n'y avait véritablement aucun testament, alors sa déclaration sur le porche faisait loi, et je n'aurais rien. Et Cole n'aurait rien non plus. Peu importe lequel de nous deux Dal avait nommé sur les marches. Donc, la loi n'était pas l'erreur de mon père. C'était sa couverture. Soit Walt était décédé sans le moindre testament, soit quelqu'un voulait faire croire à toute la famille que c'était le cas. J'ai photocopié chaque page. Je me suis assise dans ma voiture, sur le parking du tribunal, et j'ai tout lu 2 fois. Voss avait agi vite, plus vite que le deuil ne le permet habituellement, demandant que Dal soit nommé administrateur unique, avec les pleins pouvoirs, et une supervision minimale du tribunal. Administration indépendante, comme on l'appelle. Moins de contrôle, moins de paperasse entre mon père et les actifs. J'ai fermé le dossier, et j'ai regardé un camion du comté passer au ralenti. Les administrateurs n'ont pas le droit de tout garder pour eux, ai-je lancé à voix haute, à personne en particulier. Alors, pourquoi était-il si certain de pouvoir le faire? Je ne suis pas allé frapper à la porte de mon père pour hurler. Ce n'est pas comme ça qu'on combat quelqu'un qui détient toutes les clés. On l'oblige à mettre les choses par écrit. En tant qu'héritière légale, j'avais un droit juridique clair à l'information. J'ai donc rédigé une demande formelle, de la même manière que je l'aurais fait pour n'importe quel client. Une courte lettre à Gareth Voss, réclamant un inventaire complet des actifs de la succession, ainsi qu'un relevé comptable de toute transaction effectuée depuis le décès de mon grand-père. Poli, daté, envoyé en courrier recommandé, avec accusé de réception. J'en ai gardé une copie. Je n'accusais encore personne de quoi que ce soit. J'allumais simplement les lumières. Je l'ai posté le mardi, et j'ai attendu. Je ne vais pas prétendre que mes mains n'ont pas tremblé, au moment de la glisser dans la fente. Walt était parti depuis moins de 2 semaines. Une part de moi me chuchotait que j'étais en train de rouvrir une plaie au pire moment possible, et qu'une bonne fille laisserait la famille faire son deuil. Mais j'avais appris une chose, en 7 ans de travail sur les successions. Les dégâts se produisent presque toujours durant les semaines silencieuses, juste après un décès, quand tout le monde est trop triste, et trop poli pour regarder de plus près. La réponse est arrivée 4 jours plus tard, sur du papier à en-tête de Voss. Et ce n'était pas un inventaire. C'était un avertissement. Monsieur Voss écrivait que mes requêtes causaient de la détresse à une famille en deuil, que la succession n'en était qu'à ses tout débuts, et que tout harcèlement supplémentaire serait consigné. Aucun chiffre, aucune liste, juste une menace de velours. Je l'ai lu 2 fois, et j'ai senti une certitude froide et limpide s'installer dans ma poitrine. Ce pressentiment que j'ai, juste avant de comprendre enfin une affaire. Les personnes qui n'ont rien à cacher vous remettent l'inventaire. Celles qui gagnent du temps cachent l'inventaire. La seule question qui restait était, que cachait-il? Cole a débarqué à mon appartement ce week-end-là, et j'ai failli ne pas reconnaître mon propre frère. Il a 29 ans, 4 de moins que moi, et il avait toujours été celui avec qui c'était facile. Charmant, agité, perpétuellement à une bonne idée de devenir riche. Il avait englouti ses économies dans une entreprise d'aménagement paysager qui avait fait faillite. Et maintenant, il se retrouvait avec un nouveau-né, une pile de factures, et un visage marqué par le manque de sommeil. Il se tenait sur le pas de ma porte, tenant une tarte de supermarché en guise d'offre de paix. Papa dit que tu vas traîner le nom de grand-père devant les tribunaux, m'a-t-il dit. Je l'ai fait entrer. J'ai coupé la tarte. Je lui ai demandé comment dormait le bébé, et je l'ai vu s'adoucir, puis se reprendre aussitôt. Comme si montrer de la douceur était une trahison envers les ordres qu'il avait reçus. Il avait clairement été envoyé en mission. Il m'a dit que papa essayait seulement de garder l'entreprise dans la famille, que j'étais ingrate, et que Walt aurait voulu qu'un homme dirige les affaires. Il a utilisé les mots exacts de papa, avec le rythme exact de papa. Et j'ai réalisé que mon frère s'était transformé en magnétophone, au service d'un homme qui n'avait jamais été gentil avec lui, sans arrière-pensée. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai simplement fait glisser les copies du tribunal sur la table, et je lui ai posé une seule question. As-tu lu ce que tu as signé, Cole? Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il a cligné des yeux. Il a regardé les documents, puis il m'a regardé. Et, l'espace d'une seconde, l'enregistrement a bugué. Comment ça, ce que j'ai signé, a-t-il lâché, trop vite? J'ai tapoté la ligne sur la requête où figurait sa signature, par laquelle il acceptait de soutenir la nomination de Dal, et renonçait à son propre droit de s'y opposer.
Son visage a pris la couleur du mur de la cuisine. Il ne savait pas. Mon père avait guidé mon frère, épuisé et effrayé, à travers une pile de documents, et Cole avait signé partout où le stylo lui indiquait de le faire. Et c'est à ce moment précis que j'ai cessé d'être seulement en colère, pour commencer à devenir prudente. Si vous êtes cette personne dans votre famille qui s'est toujours occupée de la paperasse compliquée, celle dont tout le monde supposait qu'elle finirait par se taire à nouveau, alors vous savez déjà ce que l'on ressent dans sa poitrine. Avant d'aller plus loin, si l'histoire d'Avril résonne en vous, abonnez-vous, et restez avec moi. Vous ne voudrez surtout pas manquer ce que l'inconnu a laissé à sa porte. Après cela, les refus sont arrivés selon un schéma récurrent. Et ce schéma m'en a dit bien plus que n'importe quelle réponse ne l'aurait fait. J'ai écrit de nouveau, en citant l'article de loi spécifique qui donne aux héritiers le droit à une reddition de compte. Voss a répondu qu'il était prématuré de le demander. J'ai exigé la date du dépôt de l'inventaire. Il a rétorqué que les affaires de la succession étaient complexes. Chaque lettre était d'une grande courtoisie, et chaque lettre ne disait absolument rien. Cela, en soi, constituait déjà une forme d'aveu. Un administrateur a une obligation fiduciaire. Ce n'est pas un mot à prendre à la légère. Cela signifie que mon père était légalement tenu d'agir dans le meilleur intérêt de chaque héritier. De rester honnête, de nous tenir informés, et de fournir un bilan comptable sur demande. Faire de l'obstruction n'est pas une stratégie dont un administrateur intègre a besoin. Alors, pendant que Voss jouait la montre, j'ai commencé à construire quelque chose que moi seul pouvais construire. Je me suis assise, et j'ai reconstitué les finances du magasin de mémoire, et à partir des vieux reçus que je gardais encore dans mes propres dossiers. 23 années de chiffres vivaient quelque part dans ma tête. Je savais, à peu près, ce que le magasin rapportait, le prix de location des terres, et ce que Walt conservait sur ses comptes, à la banque de la rue principale. J'ai élaboré un registre fantôme, ligne après ligne, de ce que la succession devait raisonnablement contenir. Ensuite, je l'ai comparé aux quelques miettes que mon père avait laissées échapper sur ce Porsche, ses discours sur des dettes, sur un magasin en difficulté, et sur le fait qu'il y avait à peine de quoi enterrer Walt dignement. Les chiffres ne correspondaient pas. Pas même de loin. L'homme avait décrit une succession presque vide. Les mathématiques dans ma tête décrivaient quelque chose de très substantiel. L'un de ces deux tableaux était un mensonge, et je savais très bien qui, de nous deux, mentait pour gagner sa vie. J'ai donc souligné l'écart sur mon bloc-notes juridique, et j'ai inscrit une deuxième question sous la première, où est passé l'argent? Pour y répondre, j'avais besoin de dossiers. Et j'avais, très exactement, un lot de documents que mon père ne pouvait pas me confisquer. Après que Walt soit tombé malade, j'avais rapporté à la maison un classeur contenant d'anciens reçus, et des relevés bancaires. Ils étaient restés dans le placard de mon entrée, tout ce temps. Je les ai étalés sur la table de ma cuisine un dimanche, et j'ai laissé le souvenir du registre vert s'installer à leur côté, l'écriture penchée de mon grand-père remplissant chaque colonne dans mon esprit. Et elle était là. La chose qui ne ment pas. Parmi les bordereaux se trouvaient 2 transferts de propriété foncière que je n'avais jamais enregistrés, datés de 4 mois avant la mort de Walt, en plein cœur de sa maladie. 2 des 3 parcelles avaient été discrètement cédées par Walt, au profit d'une société à responsabilité limitée dont je n'avais jamais entendu parler, Riverbank Holdings. Le prix affiché ne représentait qu'une fraction de la valeur réelle de ces terres. Je connaissais cette propriété. J'avais vu des hommes enchérir des sommes supérieures, pour un seul de ces hectares. Et la signature sur l'acte de transfert, celle qui était censée être de mon grand-père, m'a glacé le sang. J'avais tenu les comptes de Walt pendant 23 ans. Je connaissais sa signature, comme je connais mon propre visage. C'était une belle falsification. Soigneuse, même. Mais le trait était faux. Walt signait avec un trait d'attaque puissant vers le bas pour le W, une habitude venant d'un homme qui avait appris la calligraphie en 1955. Ce W-là était timide. La main était ferme, alors qu'à cette époque-là, sa main à lui tremblait à cause des médicaments. Je me suis adossé à ma chaise, et un grand silence a envahi la cuisine. La main de grand-père ne tremblait pas de cette façon, ai-je murmuré. Puis, j'ai attiré mon téléphone vers moi, et j'ai commencé à fouiller le registre du commerce de l'État, à la recherche du seul élément qui transformerait une suspicion en un fait avéré. Qui, très exactement, possédait Riverbank Holdings? Avant que je ne puisse finir de tirer sur ce fil, mon père a changé de tactique. Les menaces ne m'ayant pas fait scier, il a essayé la douceur.
il a appelé un mercredi soir, la voix aussi chaleureuse qu'un feu de cheminée, m'appelant, ma grande, pour la première fois depuis une décennie. Il m'a dit que la famille était en train de se déchirer, et que Walt aurait le cœur brisé de nous voir nous battre. Puis, il en est venu au fait. Il voulait que je signe un accord de règlement familial, une simple page par laquelle je renonçais à toute réclamation sur la succession, afin de préserver la paix. Signe-le, simplement, a-t-il dit, et nous laissons toutes ces horreurs derrière nous. Pendant qu'il parlait, j'entendais Sharon, sa femme, en arrière-plan, qui lui soufflait ces mots. Puis, elle a pris le téléphone. Pense au bébé de Cole, a-t-elle murmuré doucement. Veux-tu vraiment enlever la nourriture de la bouche d'un nouveau-né, par simple fierté? C'est ça la manœuvre, vous comprenez. Ce n'est jamais, donne-moi l'argent. C'est toujours, tu fais du mal à un enfant en posant des questions. Du chantage affectif, déguisé en bonne conscience. 1 an plus tôt, cela aurait peut-être fonctionné sur moi. Mais j'avais passé 7 ans à voir se jouer cette pièce très exacte face à des familles en deuil dans mon bureau, et je connaissais la parade. On ne refuse pas catégoriquement, pour déclencher une guerre à laquelle on n'est pas préparé. On gagne du temps. J'ai donc rendu ma voix aussi chaleureuse que la sienne. Je lui ai dit que je comprenais, mais que j'avais besoin de quelques jours pour le lire attentivement. Puisque je lisais toujours tout avec attention. C'est dans ma nature, ai-je ajouté. Il a aimé ça. Il a pris ma prudence pour de la faiblesse, de la même manière qu'il l'avait toujours fait. Nous avons raccroché sur un ton presque amical. Puis, j'ai posé la page non signée sur ma table, à côté de l'acte de propriété falsifié. Et je me suis permis de savourer, l'espace d'une seconde, la froide satisfaction de voir un homme sous-estimé, très exactement, la mauvaise personne. L'acte de propriété falsifié et l'inventaire vide pointaient dans une seule direction, mais j'avais besoin du testament pour gagner. Et ce testament était un fantôme. Je me souvenais du nom de l'avocat, Harold Puy, de son cabinet au chef-lieu avec ses vieux recueils de lois poussiéreux, et de la femme aux cheveux gris qui tamponnait les pages. Alors, j'ai fait les 40 minutes de route un samedi grisâtre, mon bloc-notes plein de questions posées sur le siège passager. Le cabinet n'était plus là. La petite vitrine en briques arborait un panneau, à louer, avec le numéro d'un agent immobilier, et une fenêtre remplie de mouches mortes. J'ai appelé l'agent immobilier depuis le trottoir. Puis était décédé 2 ans plus tôt, et le cabinet avait fermé. Les dossiers étaient soi-disant transférés, ou rendus aux clients. Soi-disant. Personne ne savait où le dossier de Walt était passé. J'ai essayé le barreau du comté. J'ai essayé le bureau des archives. J'ai laissé des messages qui n'ont abouti à rien. Chaque porte à laquelle je frappais avait déjà été fermée avant mon arrivée. Assise dans ma voiture devant ce bureau vide, j'ai senti l'affaire m'échapper. Sans le testament original, ou même une copie, je n'avais qu'un acte falsifié, un père qui jouait la montre, et une forte intuition. Et ce ne sont pas les intuitions qui gagnent devant un tribunal des successions. La loi possède une petite règle très brutale pour ce cas précis. Si l'on sait qu'un testament était pour la dernière fois en possession du testateur, et qu'il est introuvable après sa mort, le tribunal présume qu'il l'a détruit lui-même, signifiant par là qu'il souhaitait le révoquer. Un testament manquant est considéré comme une absence de testament. Mon père n'aurait même pas besoin d'admettre l'avoir brûlé. La loi se chargerait de mentir à sa place. J'ai fait les 40 minutes de route pour rentrer chez moi, dans l'obscurité. Vaincu pour la première fois, j'essayais de réfléchir à ma prochaine action. Et lorsque je me suis garé sur mon parking, il y avait une femme debout, sous la lumière près de ma porte. Elle attendait. Elle avait facilement 70 ans, portait un manteau pratique, et affichait cette posture typique de ceux qui ont passé des décennies entières debout, derrière un comptoir. Elle n'était pas menaçante. Elle était patiente, comme si elle s'était préparée à attendre toute la nuit. Je suis sorti lentement de la voiture, mes clés glissées entre mes doigts, comme ma mère me l'avait appris. « Êtes-vous Avery » a-t-elle demandé. La petite fille de Walt, celle qui tenait ses comptes. Le fait qu'elle sache cela, qu'elle connaisse l'existence des registres, m'a stoppé net. Je lui ai répondu que oui. Elle s'est présentée sous le nom de Ruth Aurin, et m'a expliqué que pendant 31 ans, elle avait été la secrétaire et notaire de Harold Puy. C'était elle, la femme aux cheveux gris, celle qui avait tamponné les documents de mon grand-père, pendant que je lisais un magazine dans la salle d'attente, il y a 6 ans de cela. Elle m'a confié qu'elle avait lu la nécrologie de Walt, puis qu'elle avait vu l'avis de succession dans le journal du comté,
celui qui annonçait que sa succession était traitée comme s'il était mort ab intestat, c'est-à-dire sans aucun testament. Et elle a ajouté qu'elle en avait perdu le sommeil pendant 3 nuits, parce qu'elle savait pertinemment que c'était faux. Elle l'avait vu en signer un. Elle y avait apposé son propre tampon. J'ai senti mon pouls battre à mes tempes. Je lui ai demandé pourquoi elle me le disait à moi, et non au tribunal. Elle a répondu que le tribunal n'avait rien demandé, et qu'il y a des choses que l'on doit apporter soi-même, à la bonne personne. Puis, elle m'a regardé, avec des yeux qui avaient notarié 1 millier de dernières volontés, qui en avaient vu la plupart être honorées, et quelques-unes être volées. Il est temps de leur montrer qui vous êtes vraiment, a-t-elle dit doucement. Et de son manteau, elle a tiré une enveloppe simple, adoucie à force d'avoir été manipulée, et me l'a tendue, dans la lumière froide du parking. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je savais, d'une certaine manière, qu'une fois ouverte, il serait impossible de la refermer. Je l'ai fait entrer pour la mettre à l'abri du froid, et j'ai préparé du café avec des mains tremblantes. Ensuite, je l'ai ouverte sur la table de ma cuisine, là où j'avais ouvert tout le reste. 3 choses en ont glissé. La première était une photocopie, une copie conforme des dernières volontés et du testament de Walter J. May, datant de 6 ans auparavant. Chaque page était paraphée, les signatures bien lisibles. Je l'ai lu 2 fois, pendant que Ruth sirotait son café. Il ne couronnait pas un héritier unique. Il léguait le magasin et la maison familiale en propriété conjointe à Cole et moi, les 2 petits-enfants qui avions porté le nom de Walt, et poursuivi son travail. Une part équitable, en espèces, était mise de côté pour Dal. Pas rien, la part d'un fils. Mais ni le royaume, ni la couronne. La deuxième chose était une page unique, photocopiée d'un registre notarial, le propre carnet de bord de Ruth, consignant la date, le document, la signature de mon grand-père, et son tampon. La troisième était une fiche Bristol, portant un nom et un numéro de téléphone effacé, Earl Dabney. Le deuxième témoin, m'a expliqué Ruth. Un vieil employé du magasin qui a signé à mes côtés ce jour-là. Je suis resté assise là, tenant la preuve que mon grand-père m'avait aimé suffisamment pour m'inscrire dans sa vie. Et j'ai enfin compris ce que Ruth voulait dire, sur le porche, dans l'obscurité. Il est temps de leur montrer qui vous êtes vraiment. J'avais cru, l'espace d'une folle seconde, qu'elle faisait allusion à un secret enfoui, à un rebondissement lié à nos liens du sang. C'était à la fois plus simple, et bien plus grand que cela. J'étais celle à qui Walt confiait la vérité. La gardienne des registres. Voilà qui j'étais réellement. Et je les avais laissés me persuader que je n'étais personne. Mais Ruth n'avait pas terminé, et ce qu'elle a dit ensuite a remis tout le poids de l'affaire directement sur mes épaules. Une copie n'est pas le testament, ma chérie, m'a-t-elle dit doucement. La loi présume qu'il a déchiré l'original. Vous devrez prouver qu'il ne l'a pas fait, et ça, je ne peux pas le faire pour vous. C'est vous qui tenez les registres, alors défendez-les. Après le départ de Ruth, je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis assise avec mon bloc-notes juridique, et j'ai retourné le problème dans tous les sens, de la manière dont Walt m'avait appris à tourner les pages d'un registre qui refusait de s'équilibrer. La copie était une clé, mais pas la porte. Pour que le véritable testament de mon grand-père soit honoré, je devrais adresser une requête au tribunal des successions, afin de faire valider un testament perdu ou détruit. Et pour y parvenir, je devais prouver 3 choses difficiles. Premièrement, que le testament avait été correctement exécuté. Ce qui signifiait que Ruth et Earl, les 2 témoins, devaient être vivants et prêts à en prêter serment. Deuxièmement, son contenu, que la copie conforme pouvait attester, page après page. Et troisièmement, le mur qui se dressait sur mon chemin, je devais renverser la présomption de révocation. Parce que la loi allait supposer que Walt l'avait détruit lui-même, il me fallait présenter au tribunal quelque chose de plus solide. Je devais prouver que l'original s'était retrouvé entre les mains d'une autre personne. Et que quelqu'un d'autre avait eu l'accès, ainsi que le mobile, pour le faire disparaître. Je devais prouver que mon père l'avait volé. J'ai inscrit leur nom dans une colonne, comme je l'aurais fait pour des créanciers. Ruth, l'exécution. Earl, l'exécution et le contenu. Riverbank Holdings et l'acte de propriété falsifié, le mobile. Et il me manquait l'accès. Le lien qui avait mis le testament original entre les mains de Dal, et l'avait fait disparaître de la surface de la terre. Cette dernière pièce, je ne l'avais pas encore. Je me suis adossé, et j'ai laissé l'ampleur de la tâche peser sur moi. Ce n'était plus une simple intuition. C'était une affaire juridique en bonne et due forme,
avec ses éléments de preuve, sa charge de la preuve, et un homme qui avait déjà montré qu'il était capable de falsifier la signature d'un mourant, pour obtenir ce qu'il désirait. J'ai souligné le nom d'Earl Dabney à 3 reprises. Il était la pièce la plus facile à perdre, et la plus difficile à remplacer. Un vieil homme avec un numéro de téléphone effacé, qui pouvait s'évaporer ou mourir à tout instant. Je devais commencer par lui à la première heure. Le numéro de téléphone effacé n'était plus attribué, bien sûr. J'ai donc fait ce que font les assistants juridiques, ce travail bien peu glamour qui consiste à retrouver une personne qui ne souhaite pas l'être. Une recherche de personnes via les registres publics, le cousin d'un cousin qui se souvenait qu'Earl avait déménagé pour se rapprocher de sa fille, à 2 États de là. D'abord dans l'Indiana, puis de l'autre côté de la frontière, dans l'Illinois. Cela m'a pris 9 jours, et un plein d'essence. J'ai pris la route un vendredi après le travail, et je l'ai trouvé dans une petite maison de plain-pied, bien rangée, avec un carillon avant et un drapeau. Earl Dabney avait 81 ans. Il avait le regard vif, les genoux lents, et il s'est immédiatement mis sur la défensive au moment où j'ai prononcé le nom mais. Je ne vais pas me mêler d'histoires de famille, a-t-il déclaré, la main toujours posée sur la porte moustiquaire. Je n'ai pas insisté. Walt m'avait appris qu'on ne bouscule pas un homme têtu. On pose la vérité devant lui, et on le laisse s'en saisir par lui-même. Alors, j'ai simplement brandi la copie conforme et la page notariale de Ruth, juste là sur le pas de sa porte, et je lui ai demandé s'il se souvenait de cette signature. Ses yeux ont changé. Il a pris les documents à 2 mains. Il s'est assis juste là, sur la chaise de son Porsche, et il a lu. Et lorsqu'il a relevé la tête, ses yeux étaient embués. Je me souviens de ce jour-là, a-t-il dit. Walt nous a tous payé le déjeuner après. Il m'a confié quelque chose, tu sais. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Earl a souri à ce souvenir. Il a pointé du doigt la fenêtre, vers le parking. Tu attendais dans la voiture, et il a dit, celle qui est là. Avery tient les vrais registres. Il l'a dit comme si c'était la chose dont il était le plus fier au monde. J'ai dû détourner le regard vers les champs, pendant 1 minute. Puis, j'ai posé la seule question qui comptait. Si un tribunal vous convoque, Earl, leur raconterez-vous ce que vous venez de me dire? Il a longuement réfléchi. Puis, il a hoché la tête. Pour Walt, a-t-il dit, je viendrai. Les nouvelles circulent vite dans un petit comté. Quelqu'un m'a vu quitter la ville avec un dossier, et revenir avec un poids en moins sur les épaules. Au moment où je suis rentré chez moi, mon père savait que j'avais découvert quelque chose. Il n'a pas appelé. Il a fait bien pire. Le dimanche suivant, il a de nouveau réuni la famille à la maison familiale. Les cousins, les tantes, la famille de Sharon. Et il a pris les devants, exactement comme le font les coupables. Quand je suis entré, il était déjà en plein récit. Il racontait à toute la cuisine que j'avais fabriqué un faux testament de toutes pièces, pour escroquer mon propre frère en deuil, et le priver de son héritage. Que j'avais toujours été jalouse, que j'avais dégoté une vieille femme pour mentir à ma place. Il a raconté cela à une pièce remplie de gens qui me connaissaient depuis l'âge de 9 ans, alors que j'encaissais déjà les ventes de nourriture pour bétail. Et le pire, ce fut de voir quelques-uns d'entre eux y croire. Car ils déballaient tout ça avec une assurance tellement meurtrie. J'ai senti cette vieille chaleur de la colère monter le long de mon cou, et, bizarrement, en dessous, j'ai entendu la cloche en laiton du magasin. Ce son qui, autrefois, signifiait que j'étais en sécurité, à la maison, et utile. À présent, cette même pièce, avec ces mêmes personnes, me semblait être un endroit où je devais me défendre. J'aurais pu hurler que le faussaire, c'était lui. J'aurais pu balancer l'acte de propriété sur la table. Mais je n'aurais été qu'une femme qui crie face à un homme sûr de lui, et les femmes qui crient perdent toujours dans ce genre de situation. Alors, j'ai laissé la cuisine plonger dans le silence. J'ai ramassé mon sac à main, et j'ai dit la seule chose qui valait la peine d'être dite, d'une voix couvrant à peine le ronronnement du réfrigérateur. Dans ce cas, cela ne te dérangera pas que le tribunal y jette un coup d'œil, ai-je dit. Son visage plein d'assurance a vacillé, juste un instant. Je suis sorti, et cette fois-ci, la porte moustiquaire n'a pas résonné comme un verrou. Elle a résonné comme le pistolet de départ d'une course. Le lundi matin, j'ai cessé d'être seulement une fille, pour devenir une requérante. J'avais géré suffisamment d'affaires de ce genre pour faire le travail préparatoire moi-même, et j'ai engagé une brillante avocate spécialisée en succession, nommée Ranata Ortiz,
pour le porter devant le tribunal. Car on ne se défend pas soi-même dans le combat de sa vie. Nous avons déposé 2 requêtes en même temps. Une requête pour faire admettre un testament perdu ou détruit à l'homologation, en y joignant la copie conforme, la page notariale de Ruth, et la déclaration sous serment d'Earl. Ainsi qu'une motion exigeant un compte rendu complet et un inventaire de la part de Dahl, en sa qualité d'administrateur. La chose précise que Voss esquivait depuis des semaines. C'est cette seconde motion qui a fait toute la différence. Et voici pourquoi. Voss pouvait ignorer éternellement les lettres d'une petite fille en deuil. Il ne pouvait pas ignorer l'ordonnance d'un tribunal. La juge, une femme intransigeante nommée Hollis, qui avait vu défiler devant son tribunal toutes les bassesses familiales possibles, a accordé la motion lors d'une courte audience. Et elle a donné 21 jours à Dahl pour produire une comptabilité complète. J'ai vu la mâchoire de Voss se crisper lorsqu'elle a prononcé ces mots. Il avait bâti toute sa stratégie sur le maintien des chiffres dans l'ombre, et la lumière venait tout juste d'être allumée. À l'extérieur du tribunal, Ranata m'a dit de me préparer au pire. Ils se battront bec et ongles contre ce testament. Elle a ajouté que cette présomption était un véritable mur à franchir. Mais cette comptabilité, c'est là-dessus que les gens comme votre père trébuchent. Ils peuvent cacher un testament. Mais il est beaucoup plus difficile de dissimuler ce qu'ils ont fait de l'argent, dès lors qu'un juge les surveille. Je suis rentré chez moi ce soir-là, avec le premier sentiment de clarté que j'avais ressenti depuis un mois. Ce n'était pas la victoire, j'en étais même très loin. Mais, pour la première fois, mon père allait devoir mettre les choses par écrit. Et je savais, mieux que quiconque au monde, comment lire ce qu'un homme écrit, lorsqu'il pense que personne ne va vérifier ses calculs. La comptabilité est tombée le 21e jour. Une épaisse pile de pages. Voss pensait manifestement que le volume suffirait à dissimuler la supercherie. Il avait mal jugé la personne qui allait le lire. J'ai débarrassé ma table, j'ai préparé une cafetière, et je l'ai ouvert de la manière dont Walt ouvrait le magasin chaque matin, lentement, et avec certitude. Il m'a fallu une soirée pour déterrer le premier cadavre. Puis, les autres n'ont cessé d'apparaître. Il y avait à nouveau Riverbank Holdings, la société à responsabilité limitée de l'acte falsifié. Et quand j'ai vérifié son immatriculation, l'agent enregistré, après un jeu de sociétés écran, remontait directement jusqu'à mon père. Dahl s'était, pour dire les choses clairement, vendu les terres de la succession à lui-même, 2 parcelles, cédées à une entité qu'il contrôlait, pour environ un tiers de leur juste valeur marchande. Il s'était emparé de terrains valant des centaines de milliers d'euros, et les avait glissés dans sa propre poche, pour le prix d'un camion d'occasion. Ce n'est pas une zone grise. C'est un cas d'école de violation d'obligations fiduciaires. Un conflit d'intérêts direct, la seule chose qu'il est absolument interdit à un administrateur de faire. Et cela ne s'arrêtait pas là. Il avait facturé à la succession des frais administratifs dépassant de 4 fois tout ce qui était raisonnable. Il avait rémunéré le cabinet de Voss avec les fonds de la succession, pour un travail qui consistait, en réalité, à défendre Dahl à titre personnel. Il avait laissé expirer l'assurance du magasin pour économiser quelques euros, mettant ainsi en péril l'intégralité du patrimoine. Chaque page révélait un autre petit vol, dissimulé sous les traits de la gestion. Je me suis adossé, et j'ai regardé ce que les chiffres me racontaient. C'était encore plus grand, et bien plus laid, que ce que j'avais craint sur ce porche. Il n'essayait pas seulement de m'évincer de ma part. Il pillait toute la vie de Walt, en appelant cela faire son deuil. Et j'ai finalement compris la scène du Porsche pour ce qu'elle était réellement. Coller le prochain héritier n'avait jamais été un plan visant à enrichir mon frère. C'était un déguisement. Si mon père s'était tenu sur ses marches, pour annoncer que les terres lui revenaient, même les cousins auraient tressailli. Alors, il s'était caché derrière Cole. Derrière un jeune homme fauché, avec un nouveau-né. Parce que personne ne veut être le méchant qui remet en question un jeune père en difficulté, tentant de subvenir aux besoins de son fils. Cole n'était pas l'héritier. Cole était le bouclier. Les terres n'avaient jamais été destinées à mon frère, pas plus qu'elles ne l'avaient été pour moi. Elles étaient destinées à Riverbank Holdings, et Riverbank Holdings, c'était Dahl. J'ai senti quelque chose se durcir en moi, mais ce n'était pas de la rage. La rage est bruyante, et parfaitement inutile. C'était la certitude nette et silencieuse d'une colonne de chiffres qui, enfin, s'équilibre. J'ai pris un nouveau bloc-notes juridique, et pour chaque infraction, j'ai noté l'entrée comptable, l'article de loi, et le numéro de page,
constituant ainsi la pièce à conviction qui ferait son entrée dans la salle d'audience de la juge Hollis, et parlerait d'elle-même. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent ceci, en pensant à leur propre famille, à cette paperasse que personne d'autre ne voulait lire. Restez avec moi. Nous arrivons presque au moment où la comptable discrète ouvre enfin le registre, dans une pièce remplie de monde. Si vous pensez que la vérité mérite d'être entendue, cliquez sur s'abonner, et continuons. Cole m'a trouvé avant que je ne le cherche. Il a débarqué à la nuit tombée. Pas de tarte cette fois, juste un homme qui avait l'air de n'avoir pas dormi depuis le jour du Porsche. Il s'est assis sur la marche devant mon appartement, au lieu d'entrer, comme s'il n'était pas certain d'avoir mérité le droit de rentrer à l'intérieur. J'ai signé des documents, Avery, a-t-il dit en fixant le parking. Je ne les ai pas lus. Papa m'a dit que c'était juste la procédure. Il m'a assuré que j'étais l'héritier, que tout était arrangé pour toi, et j'étais tellement fatigué que j'ai juste signé. Je l'ai laissé parler. J'avais été si prompt à le compter parmi les coupables. Et il était là, une autre personne que mon père avait guidée, à l'aveuglette, à travers une pile de documents. Le bébé, les dettes, l'épuisement. Dal avait trouvé la faille parfaite pour y glisser un stylo. Mais je m'étais promis de ne pas m'attendrir, sous prétexte que la blessure était compréhensible. Alors je suis entré, j'ai sorti la comptabilité, et je l'ai posée sur la marche, entre nous deux, sous la lumière de l'entrée. Je lui ai montré Riverbank. Je lui ai montré le prix dérisoire attribué aux meilleures terres de Walt. Je lui ai montré l'assurance expirée du magasin où nous avions tous les deux grandi. J'ai regardé mon petit frère lire ce que notre père avait réellement fait. Non pas à moi, mais à l'homme qui nous avait appris à tous les deux à faire sonner cette cloche. Lorsqu'il a relevé la tête, son visage s'était décomposé. Si c'est vrai, a-t-il murmuré, la voix brisée. Alors, qu'est-ce que ça fait de moi? Je ne me suis pas précipité pour le réconforter. Il y a des questions avec lesquelles un homme doit apprendre à vivre. Je lui ai simplement dit la vérité. C'était la seule forme de miséricorde que j'avais à offrir. Cela fait de toi quelqu'un qui a été utilisé, Cole. Tout comme moi. La différence, à partir de maintenant, réside dans ce que tu vas en faire, une fois que tu sais. Et je l'ai laissé assis sur cette marche, avec ses chiffres, et j'ai laissé la nuit faire le reste. Le camp de mon père ne s'est pas rendu. Ils sont devenus plus rusés, et plus méchants. Voss a déposé une requête pour faire rejeter ma pétition concernant le testament, et il a visé directement mon point faible, la présomption de révocation. Son argument était net, et cruel. Aucun testament original n'avait jamais été produit. En vertu de la loi, un testament qui se trouvait pour la dernière fois sous le contrôle du testateur, et qui demeure introuvable, est présumé révoqué par le testateur lui-même. Une photocopie et 2 vieux témoins, a-t-il écrit, pouvaient attester de ce que le testament énonçait autrefois, mais ne pouvaient en aucun cas prouver que Walt n'avait pas simplement changé d'avis, et déchiré le document avant de mourir. Sans preuve démontrant que quelqu'un d'autre l'avait fait disparaître, la requête devait échouer, et la succession devait être transmise comme s'il n'y avait aucun testament. C'était un mur de briques, et Ranata n'a pas essayé d'édulcorer la situation. Il a raison sur le plan de la loi, a-t-elle expliqué. Les juges appliquent cette présomption à la lettre. Nous pouvons prouver que le testament a existé, et ce qu'il contenait. Ce que nous ne pouvons pas encore prouver, c'est que votre père l'avait en sa possession. Et qu'il l'a détruit. Pour l'instant, nous avons le mobile, l'acte falsifié, l'argent. Mais nous n'avons pas la preuve de l'accès. Nous ne pouvons pas démontrer que ce testament original s'est retrouvé entre les mains de Dal. Et sans ce lien, Avery, nous allons perdre. J'ai conduit pour rentrer chez moi, les mains crispées sur le volant. Il m'avait coincé dans le seul recoin dont je ne pouvais m'extirper avec une simple copie, et 2 bonnes personnes. J'avais besoin d'un fait. Un fait matériel et concret, qui relierait mon père au document original, d'une manière qu'aucun jury ne pourrait balayer du revers de la main. Où Walt l'avait-il gardé? Pas dans le cabinet d'avocat qui avait fermé. Il aurait gardé l'original près de lui. À la maison familiale, dans le seul endroit en lequel il avait confiance. Et à l'instant même où je l'ai pensé, j'ai su exactement où. Car je l'avais vu faire tourner ce cadran des centaines de fois. Le vieux coffre-fort de sol, dans le bureau attenant à la cuisine. J'ai attrapé mon téléphone. Le coffre-fort était un vieil engin lourd, boulonné au sol du bureau de Walt, derrière le bureau où il payait les factures du magasin.
c'est là qu'il conservait ses papiers importants, les actes de propriété, son certificat de démobilisation de l'armée, et la photo de ma grand-mère. Si le testament original existait encore en ce monde, c'était là qu'il s'était trouvé. Mais ce coffre se trouvait dans la maison familiale, et la maison familiale était désormais la forteresse de mon père. Je ne pouvais pas y accéder. En revanche, je pouvais accéder à l'historique, car les petites villes gardent toujours les reçus, qu'elles le veuillent ou non. J'ai commencé à appeler des serruriers. Il n'y en a pas beaucoup dans notre comté. Le troisième que j'ai contacté s'est souvenu de l'intervention immédiatement. Car on n'oublie pas d'être appelé chez une famille en deuil. Il avait été engagé pour percer et remplacer la serrure d'un vieux coffre-fort de sol, chez les May. Le nom du client, figurant sur le bon de travail, était Dalmay. Et la date. La date m'a coupé le souffle. C'était exactement 11 jours après l'enterrement de mon grand-père. 11 jours. Assez de temps pour faire son deuil. Assez de temps pour ouvrir un coffre-fort avec une combinaison que seul Walt connaissait, découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, et décider que cela ne lui plaisait pas. Puis, d'appeler un homme pour changer la serrure, afin que personne ne puisse jamais vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur auparavant. Je suis resté parfaitement immobile, et j'ai laissé les pièces du puzzle s'emboîter. Walt gardait le testament dans le coffre. Seul Dal y avait eu accès après la mort de Walt. 11 jours plus tard, Dal avait fait changer la serrure. Il n'a pas perdu le testament, ai-je dit au vide de ma cuisine. Il a ouvert le coffre, l'a retiré, et a fait changer la serrure derrière lui. J'ai appelé Ranata à 21h, et elle s'est mise à rire. Le rire fatigué et féroce de quelqu'un à qui l'on vient tout juste de remettre la brique manquante. Ça, m'a-t-elle dit, c'est votre preuve de l'accès. C'est le mur qui s'effondre. Nous avions 3 semaines pour en faire une preuve qu'un tribunal ne pourrait pas ignorer. Et j'ai travaillé pendant ces semaines-là, comme Walt travaillait pendant les moissons, à chaque heure du jour, et la plupart de celles de la nuit. Nous avons assigné à comparaître le bon de travail du serrurier, du mandaté et signé. Nous avons sécurisé le registre notarial de Ruth, le journal de bord original, et son témoignage sous serment. Nous nous sommes arrangés pour qu'Earl fasse le trajet en voiture, et je l'ai appelé 2 fois par semaine, juste pour le rassurer, et lui faire savoir qu'il comptait. Ranata a rassemblé la comptabilité pour en faire une pièce à conviction implacable de conflit d'intérêts. Mes annotations à côté de chaque loi, les numéros de page marqués par des onglets, et la copie conforme du testament, siégeaient au centre de tout cela. Cette fameuse chose que mon grand-père avait signée, pendant que je l'attendais dans la voiture. Je me suis entraîné, également. Pas sur les arguments juridiques. Ranata s'en chargerait. Je me suis exercé à rester calme, parce que je connaissais mon père. Et je savais que, dans une pièce où il serait dos au mur, il ferait ce qu'il faisait toujours. Il allait élever la voix, et la pire chose que je puisse faire, c'était de me mettre à son niveau. Ruth est passée la veille au soir avec une boîte de biscuits, et un conseil qui valait bien plus que les biscuits. Dites les choses simplement, m'a-t-elle conseillé. Ne rajoutez pas de fioritures. Laissez le papier crier, pour que vous n'ayez pas à le faire. J'ai noté cela, tout en haut de mes fiches. L'audience était fixée à un jeudi matin. Le bruit avait couru dans le comté, ce qui promettait une séance qui ne serait pas des plus tranquilles. Les tantes étaient venues, les cousins, et quelques anciens employés du magasin, qui connaissaient Walt depuis 50 ans, et qui voulaient voir comment tout cela allait se terminer. Mon père avait transformé la mort de mon grand-père en une représentation théâtrale sur un porche, devant toute la famille. À présent, la famille allait assister à la lecture des registres à haute voix, dans une pièce où la vérité avait un arbitre. Le jeudi matin, le couloir du tribunal sentait la cire pour le sol, et les vieux radiateurs. Et il était rempli par ma famille. Les tantes étaient regroupées sur un banc. Les cousins à qui je n'avais pas parlé depuis l'incident du porche, fuyaient mon regard. Et là, près des portes de la salle d'audience, se tenait mon père, vêtu de son beau costume. Gareth Voss était à ses côtés, l'air affable et sûr de lui. Dal avait la posture d'un homme qui pensait toujours diriger l'assemblée. Lorsqu'il m'a aperçu, il s'est assuré que tout le couloir l'entende. « Tu poursuis toujours tes contes de fées » a-t-il lancé. « Tu n'auras pas un seul centime. » Il l'a dit exactement de la même manière que sur le porche, les mots exacts, tel un homme qui aurait trouvé une réplique qu'il adorait, et qui ne pouvait s'arrêter de la répéter. Quelques têtes se sont tournées. Il a souri, satisfait,
certain que la répétition finirait par en faire une vérité. Je n'ai pas répondu. J'avais un dossier fin sous le bras, et le registre vert de Walt dans l'autre main. Le registre original. Celui que j'avais tenu depuis mes 11 ans. Je l'avais apporté non pas comme preuve, mais comme point d'ancrage, quelque chose de mon grand-père auquel me raccrocher. Cole se tenait à l'écart, séparé de papa pour la première fois dont je puisse me souvenir. Il était pâle, et indécis. Un homme se tenant dans l'encadrement d'une porte qu'il n'avait pas encore choisi de franchir. Ranata m'a touché le coude. Prête, a-t-elle demandé. J'ai regardé le visage plein d'assurance de mon père, les gens qui l'avaient convaincu, et mon frère, qui essayait de décider qui il voulait être. Et j'ai senti cet étrange calme, que j'avais tant pratiqué, m'envahir véritablement. Ce n'était pas de l'engourdissement, mais de la certitude. La certitude d'une colonne de chiffres que l'on a vérifié 2 fois. Prête, ai-je répondu. Nous sommes entrés. L'huissier a appelé l'affaire. La juge Hollis a pris place au tribunal, a balayé du regard la salle bondée sans la moindre surprise, et a prononcé les mots vers lesquels je me dirigeais depuis 2 mois. Écoutons les témoins de la partie requérante. Ruth Aurin est passée la première, et l'Assemblée a compris, en l'espace d'environ 4 minutes, pourquoi il ne faut jamais sous-estimer une femme qui a notarié 1 millier de documents. Elle a pris place à la barre des témoins dans son manteau pratique, et Ranata l'a guidée avec douceur. 31 ans en tant que notaire d'Harold Puy. Ce jour-là, 6 ans plus tôt, où Walter May était venu pour signer son testament. Ruth a produit son journal notarial original, son propre registre usé, et a lu l'entrée à haute voix. La date, le document, des dernières volontés et un testament. La signature de Walt qu'elle avait attestée, son tampon, et son sceau, consignés dans l'ordre chronologique, entre une procuration et un acte de propriété qu'elle avait notarié ce même après-midi-là. C'était purement banal, et c'est très exactement ce qui le rendait inattaquable. Il ne s'agissait pas d'un souvenir spectaculaire que l'on pourrait ébranler. C'était un registre professionnel tenu en temps réel par un officier public dans l'exercice normal de ses fonctions. Le genre de preuve en lequel les tribunaux ont confiance, par-dessus presque tout le reste. Lorsque Voss s'est levé pour le contre-interrogatoire, il a tenté de suggérer qu'elle ne pouvait pas raisonnablement se rappeler d'une signature parmi des milliers d'autres. Ruth l'a regardé de la manière dont ma grand-mère regardait un homme qui mettait de la boue sur son sol propre. « Je ne m'en rappelle pas », a-t-elle déclaré. « Je l'ai enregistré. » C'est tout l'intérêt de ce registre. Le public a émis un petit bruit, presque un rire, ravalé très vite. Voss a essayé sous un autre angle, demandant si le document qu'elle avait consigné n'aurait pas pu être autre chose qu'un testament. Ruth a tapoté la page. « Il est écrit testament », a-t-elle rétorqué. « Je l'ai écrit moi-même. Je ne fais pas de suppositions avec mon sceau. » Il s'est rassis. J'ai vu l'expression assurée de mon père se fissurer pour la première fois. Cardal comptait sur le fait que toute cette affaire reposerait uniquement sur la rancune d'une petite fille, alors qu'au lieu de cela, elle reposait sur le carnet de bord d'un notaire, et sur un sceau public. Ranata a remercié Ruth, et s'est tournée vers la juge. La partie requérante appelle Earl Dabney, a-t-elle annoncé. La porte de la salle d'audience s'est ouverte, et un homme de 81 ans est entré, d'un pas lent et assuré, pour tenir la promesse faite à un ami. Earl Dabney a effectué cette longue marche jusqu'à la barre, et on aurait pu entendre une mouche voler. Parce que la moitié des personnes présentes dans cette salle lui avaient acheté du fourrage, 30 ans plus tôt. Il a prêté serment d'une voix rocailleuse, et a offert au tribunal ce que le journal de Ruth ne pouvait pas, la texture humaine de cette journée. Il avait travaillé dans le magasin de Walt pendant 2 décennies. Walt lui avait demandé de venir témoigner d'une signature importante, puis avait payé le déjeuner de tout le monde. Il s'est souvenu de la copie conforme lorsque Ranata la lui a montrée. Il se rappelait l'essentiel de ce que Walt avait voulu. Le magasin et la maison familiale détenue par ses 2 petits-enfants, et une part équitable à son fils. Il s'en souvenait, parce que Walt en avait parlé pendant le déjeuner, avec fierté et un peu d'émotion. De cette manière dont les hommes de cette génération ne se laissent aller qu'1 ou 2 fois dans leur vie. Ensuite, Ranata lui a demandé si Walt avait dit quelque chose de particulier qui l'avait marqué, et Earl m'a regardé droit dans les yeux, dans le public. Il a pointé du doigt la fenêtre, vers le parking. Earl a raconté que sa petite fille attendait dans la voiture, et il a dit, celle qui est là. Avery tient les vrais registres. Il a dit que c'était la chose dont il était le plus fier. La pièce est devenue très silencieuse. J'ai senti mes yeux piquer,
et je n'ai pas laissé couler les larmes, car je m'étais promis de rester la personne calme. Voss a essayé de le déstabiliser. Il a suggéré que la mémoire d'un vieil homme n'était pas fiable. Il a lourdement insisté sur son âge. Earl a simplement haussé les épaules. « J'ai 81 ans, fiston », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas mort, et je ne suis pas un menteur. Il y a deux choses dans ma vie que je n'ai jamais brisées. Ma parole, et la confiance de Walt May. Je suis ici pour honorer les deux. » Même la juge Hollis s'est autorisé l'ombre d'un sourire. Deux témoins passés. L'existence du testament et son contenu étaient désormais solidement inscrits au dossier. Il ne restait plus que le mur, à présent. La fameuse présomption, et tout le monde dans cette pièce le savait. Ce mur, c'était mon père. Puis ce fut mon tour. Et je veux que vous compreniez une chose, je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Ranata m'a appelé à la barre. J'ai pris place avec mon dossier fin, et j'ai fait ce que Walt m'avait appris à faire, bien avant que je ne sois en âge de conduire. J'ai d'abord laissé le papier hurler à ma place. Le bon de travail du serrurier a été versé au dossier, et projeté pour l'assemblée. L'intervention consistant à percer et à remplacer la serrure du coffre-fort de sol, à la maison des May. Le client, Dal May. La date, 11 jours après l'enterrement. J'ai expliqué, de la voix la plus atone que je possédais, que mon grand-père gardait ses documents importants dans ce coffre. Que seul Dal avait accès à la maison après la mort de Walt, et qu'un homme ne change pas une serrure pour y garder des choses à l'intérieur. Il la change pour s'assurer de contrôler qui pourra jamais y jeter un œil. Ensuite, l'acte de propriété de Riverbank Holdings, et le registre officiel démontrant que mon père en était le propriétaire. Les terres mêmes de la succession qu'il s'était vendue à lui-même, pour un tiers de leur valeur. Puis la comptabilité, page après page, dans le plus grand des calmes. Les frais gonflés, l'assurance expirée, les factures de frais juridiques pour la défense personnelle de Dal imputées à la succession de Walt. J'ai lu les entrées comptables de la même façon que j'aurais lu une commande de fourrage. Avec calme, exactitude, et sans aucun adjectif. La salle était plongée dans un silence de mort. Et, lorsque j'ai posé la dernière page, je me suis permis de dire la seule chose qui ne constituait pas strictement une preuve, en regardant non pas la juge, mais mon père. Et j'ai posé délicatement le registre vert de Walt sur la rampe, juste devant moi. Tu m'as appris que les registres ne mentent pas, ai-je dit. Les gens, si. Et voici la page que tu as oublié de modifier. Pendant un battement de cœur, la pièce entière a retenu son souffle. Mon père avait passé 2 mois à raconter à tout le monde que je n'étais qu'une fille jalouse, qui s'inventait des contes de fées. Désormais, il y avait un bon de travail à son nom, un acte de propriété à son nom, et une colonne recensant ses propres vols, écrite de sa propre main d'administrateur. Et aucun d'entre eux ne pouvait être remis en cause par un contre-interrogatoire. La présomption de révocation nécessite l'implication d'un homme honnête, qui aurait tout simplement perdu un document. Elle ne peut en aucun cas survivre à un homme qui a fait changer la serrure. J'ai fermé mon dossier, et à l'autre bout de la pièce, mon père s'est levé de sa chaise. Il a perdu les pédales, très exactement comme je savais qu'il allait le faire. Et plus je restais calme, plus il s'enfonçait dans le ridicule. Voss a posé une main sur son bras, mais Dal l'a repoussé d'un geste sec. Il s'est tourné vers l'assemblée, vers notre famille, la voix montant dans les aigus. Elle déforme tout. A-t-il hurlé. Elle a toujours cru qu'elle était meilleure que cette famille. La juge lui a ordonné de s'asseoir. Il n'en a rien fait. Ces terres m'appartenaient presque. A-t-il crié encore plus fort. J'ai consacré toute ma vie à ce magasin, pendant qu'elle s'amusait avec un crayon. Asseyez-vous, monsieur May, a répété la juge Hollis, d'un ton plus sec. Mais il avait passé le stade où il pouvait encore entendre quoi que ce soit. Des décennies à être le second choix de son propre père se déversaient là, devant tout ce qu'il avait cherché à impressionner. J'ai seulement corrigé ce qui aurait dû m'appartenir en premier lieu, a-t-il fulminé. Le vieil homme n'aurait jamais dû placer cette fille au-dessus de son propre fils. Et voilà que c'était fait, dans une salle pleine de témoins. Enregistré officiellement. Mon père venait tout juste d'avouer, à une juge des successions, qu'il avait corrigé l'héritage de son père, et qu'il avait rectifié un testament dont il avait pourtant affirmé qu'il n'avait jamais existé. Voss a fermé les yeux. On ne peut pas soutenir qu'un testament n'a jamais été rédigé, pour ensuite enrager, dans le même souffle, parce qu'on a dû le corriger.
La juge Hollis a laissé le silence planer un instant, puis lui a de nouveau ordonné de regagner son siège. Et cette fois, l'huissier a fait un pas en avant. Dal s'est rassis, la poitrine haletante, comprenant enfin les conséquences de ce qui venait de sortir de sa propre bouche. Je n'avais pas prononcé un seul mot pendant tout ce temps. Je n'en avais pas eu besoin. J'avais passé toute ma vie à m'entendre dire que mon silence était une faiblesse. Et dans cette salle d'audience, mon silence était la chose la plus bruyante de toute la pièce. L'homme qui m'avait humilié sur un porche venait tout juste de s'humilier lui-même, devant le seul public capable de lui en faire payer le prix. La juge Hollis a regardé l'assemblée. Elle s'est tournée vers Cole, à demi levé de son siège, et a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre qui souhaitait être entendu. Cole s'est levé complètement. Je pense que cela l'a surpris tout autant que n'importe qui. Il a demandé à la juge s'il pouvait prendre la parole. Sa voix tremblait, mais il ne s'est pas rassis. Il a déclaré au tribunal qu'il était le fils de Dal, et le petit-fils de Walt. Il a avoué qu'il avait signé des documents appuyant la nomination de son père sans les lire, parce qu'on lui avait assuré que ce n'était que de la procédure, et qu'il était bien trop fauché et fatigué pour protester. Il a affirmé qu'il croyait désormais que le testament était bien réel. Il a ajouté qu'il ne voulait pas de terre provenant d'un acte falsifié, ni d'une serrure remplacée. Il a retiré son soutien à la nomination de Dal, de manière officielle, juste là, et a demandé que les véritables volontés de son grand-père soient honorées. Cela lui a coûté énormément. Faire cela, se dresser contre le seul parent qui lui avait tendu une bouée de sauvetage. Il ne m'a pas regardé lorsqu'il a parlé, mais ce n'était pas nécessaire. La juge Hollis a déclaré une courte suspension d'audience. À son retour, elle a rendu son verdict de manière claire, comme savent le faire les bons juges. Elle a jugé que l'exécution du testament était dûment prouvée par Ruth et Earl, son contenu établi par la copie conforme, et la présomption de révocation renversée par des preuves claires, l'original avait été sous le contrôle exclusif de Dal. Et le comportement de ce dernier, le changement de serrure, les conflits d'intérêts, étaient totalement incompatibles avec une perte innocente du document. Elle a admis le testament de Walter J. à la procédure de succession. Elle a démis Dal de ses fonctions d'administrateur, avec effet immédiat. Elle l'a condamné à rembourser intégralement les terres accaparées illégalement et les frais abusifs, ce qui signifiait qu'il allait devoir rendre l'argent à la succession. Enfin, elle a transféré le dossier, comprenant l'acte falsifié et la dissimulation, au procureur du comté, pour un examen plus approfondi. Elle n'a pas promis que des poursuites pénales seraient engagées. La justice ne fonctionne ni aussi vite, ni avec une telle certitude. Mais elle en avait ouvert la porte. Les véritables souhaits de mon grand-père faisaient de nouveau loi. Et la cloche, que je n'avais cessé d'entendre résonner dans ma tête durant toutes ces semaines, s'est enfin tue. Car je n'en avais plus besoin. Les conséquences ont été beaucoup plus calmes que ce que les films veulent bien nous faire croire, et cela m'a parfaitement convenu. Le testament a été exécuté exactement tel que Walt l'avait rédigé. Le magasin et la maison familiale nous sont revenus conjointement, à Cole et à moi, comme mon grand-père le souhaitait. Et Dal a reçu la part en espèces que Walt avait mise de côté pour lui, sans un centime de plus. Les 2 parcelles qu'il s'était cédées à lui-même sont réintégrées à la succession, sous l'injonction de restitution. Et devoir les rembourser l'a frappé au seul endroit où il ait jamais vraiment ressenti les choses. Gareth Voss doit maintenant rendre des comptes au barreau de l'État, pour les honoraires qu'il a facturés, et les règles qu'il a contournées. Et, aux dernières nouvelles, il était très désireux de trouver un accord à l'amiable, dans la plus grande discrétion. L'examen du procureur est toujours en cours. Cela ne mènera peut-être nulle part. C'est souvent le cas pour ce genre de choses. Mais mon père a appris qu'une serrure changée laisse toujours une trace, sous forme de bons de travail, et que certains reçus survivent aux hommes qui les ont commandés. Quant à la famille, celle qui avait regardé mon père m'effacer de la vie de Walt sur ce porche, quelques-uns ont retrouvé leur voix par la suite, et m'ont appelé pour s'excuser. J'ai été indulgente. Je suis, après tout, la comptable de mon grand-père. Et j'ai appris que l'on peut tenir une personne responsable de ses actes, sans pour autant lui garder rancune. Ces 2 choses sont très différentes, peu importe ce qu'essaie de vous faire croire ceux qui crient le plus fort. J'ai rouvert le May Brothers Feed & Grain, le premier samedi de novembre. J'ai graissé les charnières, balayé la poussière de céréales, et remis le registre vert à sa place, sur le comptoir. Quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée et que je l'ai franchie, la cloche en laiton a retenti. Et, pour la première fois depuis des mois, elle a sonné comme autrefois.
Comme un retour à la maison, comme le sentiment d'être utile, comme une petite fille de 9 ans à qui l'on venait de confier une tâche importante. Cole gère l'entrepôt maintenant, et il le fait bien. Il est sobre et constant, d'une manière que la crise semble lui avoir inculqué de force. Mais j'ai fixé une limite le jour où nous avons signé notre partenariat, et je suis on ne peut plus sérieuse. Les comptes restent honnêtes, lui ai-je dit. Sinon, tu restes dehors. Il n'a pas scié. Il a simplement hoché la tête. De la manière dont on acquiesce face à une évidence. Nous ne sommes plus la famille que nous étions, mon frère et moi. Nous sommes quelque chose de plus restreint, de plus prudent, et je crois, de plus vrai. La porte est ouverte entre nous, mais elle se verrouille de l'intérieur désormais. Et nous savons tous les deux où se trouve la clé. Mon grand-père avait raison sur l'unique chose qui comptait vraiment. Les registres ne mentent pas, et les personnes qui les tiennent ne devraient pas le faire non plus. Et il m'aura fallu 34 ans, et une succession volée, pour comprendre qu'être la personne discrète de la famille, n'avait jamais été, pas une seule fois, la même chose qu'être la personne faible. C'est mon histoire. Un rictus au bord d'une tombe, une enveloppe apportée par une inconnue, et un registre qui a fini par être lu à haute voix. Si ce récit vous a rappelé de demander où se trouve véritablement un testament, ou de lire ce que vous vous apprêtez à signer, prenez-le comme un signe, et faites-le aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui a toujours été la personne discrète, partagez ceci avec elle. Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.